Elle a transformé un hobby en un business rentable. Elle m'a sollicité pour pouvoir faire une transformation digitale de son business. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une personne que j'aime beaucoup, une serial mom entrepreneur, dans ce nouvel épisode de notre podcast Parlons entrepreneuriat. When you want to get off the darkest cloud, but gravity pulls you straight down. Salut Sylvia, comment ça va? Ça va et toi, Kevin? Ça va, tu es la reine des confitures, j'ai réussi enfin à t'avoir. Une reine est toujours occupée. Ah, c'est clair, c'est vous qui maîtrisez tout Paris, donc en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. Donc, bienvenue sur le podcast. Donc, comme je t'ai expliqué, c'est un podcast qui a pour but d'échanger avec les entrepreneurs sur leurs activités, etc. Donc, j'ai vraiment voulu faire ce podcast avec toi parce que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses, d'accord, qui est surtout dans un domaine qui est très niché. Donc, l'entrepreneuriat, très souvent, on voit beaucoup d'hommes, etc. et autres, alors que les femmes aussi, elles sont très dynamiques. On a notre Donc, place. C'est vrai qu'on est beaucoup plus discrète que vous, mais on est là, hein. c'est clair. Mais on vous entend pas trop, on n'a pas beaucoup de chance de vous entendre, etc. Donc, l'honneur est à la femme aujourd'hui, là. Enfin, c'est quelqu'un qui nous laisse Donc, parler. ça, On va saisir l'honneur pour booster et encourager les femmes à entreprendre un peu plus. exactement, c'est tout ça le but. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de discuter un peu de l'activité de l'entrepreneuriat au féminin, notamment ce que tu fais, etc. Le but c'est de pouvoir échanger sur tes réussites, sur tes échecs, tes difficultés au quotidien aussi, et puis qu'on ait un peu un écosystème et qu'on ait à peu près le mood sur l'entrepreneuriat digital à ton niveau, à ton échelle, d'accord? Bah, écoute, let's go, hein. Ça marche. Bah écoute, donc on va commencer par une simple présentation, donc je vais te laisser te présenter. Alors, très simplement, moi, je suis Sylvia. Je suis maman de trois enfants. J'ai 32 ans et demi. Et en fait, si tu veux entreprendre, pour moi, ça a été un petit peu la question salutaire. Si tu veux, je me suis retrouvée dans cette phase-là où il vient la question de qu'est-ce qu'on fait pour la suite, tu vois. J'ai été dans le salariat comme beaucoup, hein. Il y a ce moment-là où c'est plus trop ma place, je ne me retrouve plus. Il y a aussi la question de le domaine dans lequel je suis, c'est clairement pas plus, en tout cas, je suis plus en phase avec ce domaine-là. Comment je fais? Moi, dans mon cas, ça s'est bien fait parce que si tu veux, je me suis retrouvée à l'arrêt, donc en congé parental. Donc j'ai eu du temps pour réfléchir à mon avenir, j'ai eu du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire et ça s'est fait un peu par du bon hasard de me retrouver à faire des confitures, à faire des conserves de manière générale, hein. Et puis par la suite, c'est devenu aujourd'hui une activité à temps plein pour moi, clairement. D'accord. Donc, ça a été vraiment j'ai synthétisé, mais ça a été un long chemin, une longue réflexion pour en arriver là aujourd'hui. Et je suis pas peu fière. Je Bah suis on pas est peu fière. fiers. On est fiers également et c'est ce qu'on va découvrir. Bah Ouais. j'aimerais savoir un peu plus sur l'aspect un peu des confitures. Comment c'est venu l'idée? Est-ce que c'était par passion ou tu as découvert un cheminement particulier dans ton autre activité que tu avais? Il y avait un lien ou pas? Comment ça s'est passé le début? Alors, aucun lien, si tu veux. Moi, je suis commerciale de base. Moi, je travaille dans Mhm. le prêt-à-porter haut de gamme. Du prêt-à-porter à la confiture, c'est deux mondes. C'est clair. C'est même cinq mondes. Là, on passe d'un univers à un autre, ça n'a rien à voir. Mais comme je te disais, moi, ça a été vraiment le moment du congé parental qui a fait que j'avais du temps. Et quand on est en congé parental, on est très maman, hein, on est nourrice, on est dans l'univers de la périculture. Et il fallait que je m'occupe, fallait que je survive, entre guillemets, parce que moi, j'ai déménagé. Donc, j'étais à 400 kilomètres de ma famille, tu vois. Il fallait vraiment que je trouve quelque chose pour me sentir un peu moins maman quand même au quotidien. Et ça a été les conserves. Si tu veux, ça a été... j'achetais au départ plein de fruits, de légumes. Je faisais des conserves. J'ai une belle-mère qui est mère au foyer.
française qui a grandi au village, hein, s'il faut clairement le dire. Et ils ont cette culture-là de faire tout eux-mêmes, tu vois. Donc ça a été vraiment ma rencontre première avec le monde de la conserve et j'ai adoré ça en fait. Tes origines ivoiriennes, est-ce que ça a joué un peu dedans? Ah, parce que peut-être tu as nous sorti une recette au Ça a placard. joué dans les recettes, mais pas tant dans la conserve. En tout cas, la conserve en verre, c'est pas quelque chose qui est culturel chez nous, tu vois. On Ouais, a d'autres moyens de conserver, le salage, le séchage, mais c'est vrai qu'on fait pas forcément la conserve au sucre et compagnie, tu vois. d'accord. Donc il n'y a pas Habituellement, j'en fais. une recette Mais confiture. dans la recette, ça a beaucoup joué. Et puis, le long de l'interview, tu auras le temps de découvrir. Ça marche, ça marche, ça marche. Du coup, tu t'es lancé dans la confection de confitures. Et comment ça s'est passé au début? Est-ce que c'était, je dirais, tout de suite, c'est venu à l'idée que ça serait un projet entrepreneurial, que tu allais continuer ça sur le long terme, ou tu as juste voulu tester un petit peu et puis tu as commencé à voir que peut-être dans ton entourage, ça intéresse beaucoup de personnes. C'est ça qui t'a dit, qui a été l'indicateur peut-être de ce choix de Mhm. carrière. Comment ça s'est passé? Alors, moi, au départ, comme je te disais, c'était pas un choix carrière. C'était Mhm. quelque chose qui me permettait de m'occuper au quotidien, tu vois. Et ça a pris une tournure professionnelle et carriériste, si je peux dire ça comme ça, quand vraiment j'ai plus acheté de fruits et de légumes, mais quand j'ai constaté que sur le marché où j'ai acheté mes fruits et légumes, il y en avait énormément qui étaient jetés. À ce moment-là, je me suis dit, mais on ne peut pas jeter autant. Et puis que ces mêmes matières premières-là nous coûtent aussi cher lorsqu'on veut les acheter. Il y a un truc qui ne va pas là, tu vois. Et en me renseignant, moi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller à la source, à savoir auprès des producteurs. Et en fait, ils m'ont fait comprendre que si ce n'est pas calibré, si ça ne rentre pas dans les cases, c'est pas pris par la grande surface, ils ne peuvent pas le vendre. Sur les marchés, les gens sont beaucoup moins regardants sur le physique. Mais il y a quand même des pertes. Si tu veux, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un team ici et de se dire, ouais, mon éducation fait que le gaspillage, rien ne se perd, tout se transforme, ça ne fait pas partie de l'éducation que j'ai reçue. Et de voir ça, c'est non, mais comment est-ce que je peux faire pour apporter une solution? Et c'est à ce moment-là que le déclic d'en faire un projet, d'en faire une carrière, va vraiment venir à moi. Et c'est à partir de là, du coup, je vais quitter le sud de la France, je vais revenir sur Paris que je vais vraiment développer, je vais me former, je vais développer le projet pour apporter une solution réelle, quoi. Là, on parle de gaspillage alimentaire quand même. D'accord. Donc ça veut dire Ouais. que pour synthétiser, ton univers à toi, il faut le préciser, c'est le fait de pouvoir recycler des fruits, des légumes. Il y a des légumes dedans ou pas? Ah, des légumes aussi. Ouais. D'accord. Donc c'est tout ça dans l'univers anti-gaspillage. Donc c'est comme ça que ça t'est venu l'idée. Et après, du coup, est-ce que tu as eu à te former? Tu as fait peut-être une certification, tu es allé dans une école particulière. Comment s'est passé ton apprentissage pour que tu puisses réussir à industrialiser? Parce que de l'étape où tu fais tes petits pots à la maison à une étape industrielle où il faut vendre, je suppose que il y a pas mal de complexité d'usage qu'il faut savoir, notamment les normes alimentaires, hein, clairement. Donc, comment ça s'est passé un peu cette évolution jusqu'à l'industrialisation de tes pots? Mhm. Donc, comme je te disais, voilà, il y a eu ce changement d'environnement. L'entrepreneuriat, bien que ce soit quelque chose d'inné, pour moi, c'est quelque chose qui doit être appris. Donc, je vais me faire former, me faire accompagner, dans un premier temps, par une association qui s'appelle Les Déterminés, qui va m'accompagner sur la création, la gestion d'une entreprise, toutes les questions juridiques, administratives, etc. Et dans un second temps, je vais me former sur le dur, à savoir la transformation de fruits et légumes la transformation de fruits d'abord et la transformation de légumes par un centre de formation qui s'appelle le CFPPA en Lozère. Donc, j'ai quitté l'Île-de-France pour aller dans les Ardennes et j'ai été formée à la conserve, à la spertisation, j'ai appris des termes techniques, stérilisation, normes sanitaires, à quel moment est-ce qu'une conserve est dangereuse, à quel moment elle ne l'est pas, etc. Comment la conserver dans le temps. Donc, il y a vraiment, c'est pas juste une idée qui est venue que j'ai fait dans ma cuisine et que j'ai continué dans ma cuisine. Elle a commencé dans ma cuisine et par la suite, j'ai quand même eu une formation technique derrière. D'accord. Et peut-être que les auditeurs voudront le savoir. Est-ce que, puisque tu as bénéficié d'un cadre associatif, ces formations qui ont découlé, est-ce que c'était financé?
Comment ça s'est passé ou c'était vraiment de ta propre poche que tu as fait toute cette partie-là? Alors, au départ, si tu veux, la formation devait être financée de plein pot par moi-même. Mhm. Et Dieu faisant bien les choses, il se trouve que lorsque j'ai commencé mes inscriptions, etc., la région où j'ai fait ma formation, là, les Ardennes, finançait la formation. Donc, c'est même pas Pôle emploi ni la région Île-de-France qui me l'a financé, c'est la région où le centre de formation se trouvait qui m'a financé la formation. Du coup, je n'ai eu qu'à payer mon transport, mon hébergement, tout simplement. Elle a été 100% prise en charge. Ah, mais c'est génial. C'est J'avais pas génial. l'information au départ, mais je t'avoue que j'étais pas mécontente d'économiser à peu près 800 euros. Donc, Ouais. Ça marche. Donc, une fois maintenant que tu as eu la formation et que tu étais capable de produire des aspects industriels maintenant, quelle a été la next step pour que tu puisses vraiment te lancer et commencer à produire réellement? moi, je dirais plutôt quelles ont été les next steps. Ah, il y en a eu beaucoup, hein. Ah, j'ai marqué. La première où j'ai Mm. senti ce que c'est qu'être un entrepreneur parce qu'au départ, si tu veux, c'était assez simple. J'arrive, j'ai une idée, j'ai un projet, c'est cool. Je me fais accompagner par une formation. Dans une formation, j'ai les étoiles plein les yeux, etc. Et puis là, je prends dans le dur. Mon premier dur, ça va être mon premier contrat avec Leclerc. Mm, mm, mm. Et là, je peux te dire que j'ai morflé pendant 11 mois pour avoir une convention avec Leclerc. Je l'ai eu au final. Mais je Ah. peux te dire que dans les 11 mois, tu as l'occasion d'abandonner 10 fois, hein. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire si tu persévères pas. Donc, ça a été vraiment première next step une fois que j'ai été formée. Ça a été la convention avec Leclerc, donc qui me permettait d'avoir les fruits. La deuxième, ça a été le laboratoire. C'est bien beau, mais j'ai Mm. l'idée, voilà, c'est bien. Je produis où? Ouais. Et là encore, à ce moment-là, si tu veux, moi, en tout cas, au début du projet, j'ai fonctionné uniquement à l'audace et au culot, hein. Très Mm. clairement. C'est que j'ai été voir ma ville, j'ai été voir les associations dans ma ville autour de moi pour dire que c'est génial, j'ai un super projet, j'ai une super idée. J'ai pas une thune. Comment est-ce que vous pouvez m'accompagner pour développer mon super projet pour que ce soit une vraie entreprise derrière? Et j'ai la MJC de ma ville qui va me mettre à disposition. Ils ont des locaux, un laboratoire de préparation qui va me mettre à disposition pour que je puisse produire mon activité, enfin mes produits, enfin mes confitures du coup, pardon, sereinement et tranquillement. Donc c'est parti de là. Donc la convention avec Leclerc qui a mis 11 mois à arriver, mais qui est arrivée. Deuxième étape, ça a été le lieu de production. Et puis bon, entre-temps, il y a l'étape de chercher les fournisseurs de matières premières, donc les verres, les bocaux, etc. Gérer un petit peu la logistique et créer l'entreprise en dur, tu vois. Donc c'est plein d'étapes comme ça. Bien sûr, on ne saute pas l'étape de l'étude de marché. Je produis quoi? Je le vends à qui? Pourquoi? Donc, il y a toutes ces étapes-là sur lesquelles il fallait travailler. Et ça a été fait. Donc, c'est vraiment toutes ces étapes-là qui m'ont emmené à être là où je suis aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas se dérober à ça. La question, c'est une fois que j'ai l'idée, une fois que j'ai le projet, etc., comment est-ce que je me lance? Bah, faut juste y aller, en fait. Créer D'accord. Tu l'entreprise, as parlé de deux choses ses sur lesquelles fournisseurs. j'aimerais revenir. C'est la convention avec Leclerc, parce que dès qu'on entend Leclerc, pour le commun du mortel, c'est les rayons. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que toi, dans ton cas, c'est pas l'exposition. Mais c'était quoi exactement quand tu disais convention avec Leclerc? Alors moi, la convention, ça a été une convention de collecte. C'est comme ça que ça Voilà. s'appelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier endroit où on gaspille, c'est pas les gros industriels, hein. C'est nous à la maison. C'est nous les particuliers. On Mhm, gaspille vraiment parce que si tu prends la proportion d'humains et d'entreprises, on est quand même plus nombreux. Tu vois ce que je veux dire? mhm, Et là, le deuxième plus gros, ça va être les industriels. Donc moi, l'idée, c'était d'aller auprès d'eux et de dire que je sais que vous avez des denrées brutes qui malheureusement ne sont pas vendues. Moi, je peux vous apporter une solution. Voilà, je viens avec une solution. Est-ce que vous serez d'accord pour que mon entreprise collecte les fruits que vous n'allez pas vendre? C'est bien pour votre RSE, c'est aussi bien pour vous-même parce que vous rentrez dans une démarche où, ben, jusque-là, sur ces questions-là, vous n'aviez pas bonne réputation. Donc, on a envie de voir à la fois en tant qu'entreprise et en tant que consommateur aussi, quels efforts vous fournissez. Donc, comment est-ce qu'on fait? Moi, je vais avec une solution. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ils étaient ils sont très, très ouverts à ces questions-là. C'est un vrai sujet. Moi, j'ai pu assister à des réunions. C'est un vrai sujet chez eux. Donc, c'est juste que ça a mis du temps à arriver, mais c'est arrivé.
Bah Ah, c'est oui, toi, après. bah, mais je vois arriver la prochaine question, c'est pourquoi est-ce que je vends pas? Alors, pourquoi est-ce que je vends pas? Parce que le Leclerc à proximité de chez moi fonctionne en centrale d'achat. Qui dit centrale d'achat dit quantité astronomique. Malheureusement, ma structure ne me permet pas de répondre aux quantités dont ils ont besoin. D'ici D'accord. quelques années, avec plaisir, mais là, tout de suite, malheureusement, on n'y est pas encore. Et tu peux nous donner un petit aspect quantitatif? C'est combien potentiellement pour... Oh, on parle en dizaines de milliers de pots mensuels. Et Ah ouais, encore, je suis gentille. Ouais, effectivement, ça fait une grosse quantité, ouais. ça fait une grosse quantité. Voilà. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Parce que là, tu produis à ton échelle. Et comment est-ce que tu arrives à faire écouler un peu tes produits et surtout où est-ce qu'on peut les retrouver sur le marché, clairement? Alors moi, mes confitures sont vendues en épicerie ou en boutique créateur. Donc ça va être des points de vente qui vont vendre plusieurs choses, y compris qui vont avoir un rayon épicerie. Donc c'est dans ce rayon-là que vous allez retrouver les confitures. Euh, et à venir, c'est pour ça que je suis sûrement là, parce que toi et moi, on travaille sur le lancement du site. Et ça met un peu de temps sur le site, parce qu'il y a un nouveau produit qui va arriver, donc c'est en développement, c'est plein de R&D, c'est plein de choses à gérer. Comme j'ai dit, je suis aussi maman de trois enfants, donc c'est tout ça qui est concilié. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on est vendu. Et pour le moment, je pense qu'on va avoir une distribution très, 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 je dirais pas exclusivement en ligne, mais ça va être une grande partie exclusivement en ligne et pour les autres, ça va être vraiment en événements ponctuels, salons, etc. D'accord. Ouais. Donc jusque-là, je dirais ton marketing et tes prospects étaient liés à de la vente physique. Aujourd'hui, justement, pour rappeler un peu le contexte à nos auditeurs, j'ai rencontré Sylvia justement par le biais de mon associé avec qui je travaille dans l'agence digitale que j'ai. Et D'accord. à cette époque, tu nous as fait appel justement pour essayer de basculer sur la partie digitale parce que tu as senti que c'était quelque chose de très important. Donc, comme je le rappelle tout le temps à nos auditeurs, moi, je suis dans la transformation digitale. Donc, le fait de faire passer des business physiques en des business digitaux ou en augmentant justement la portée du chiffre d'affaires des entrepreneurs grâce au digital. Et c'est dans ce cadre-là justement que notre collaboration a commencé. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a été pour toi, je dirais, l'élément déclencheur pour que tu te dises que c'est le moment de passer ou de faire basculer une partie de ton activité dans le digital. Ah, oh, le meilleur moment, si tu veux, il n'y en a pas eu, mais ça a été, si tu veux, la configuration de l'entreprise. Mhm. Aujourd'hui, je suis seule à la tête de l'entreprise. Fournir les boutiques, aller machin, faire du réassort, c'est extrêmement chronophage et les boutiques ne sont pas forcément proches. Et Mhm. là, c'est de se dire, mais comment est-ce que je suis proche de mes clients, mais sans avoir à me disperser sur toute l'île de France, quoi, tu vois? Ouais. Et là, tu te dis, OK, un site en ligne. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose que je peux déléguer par la suite. C'est-à-dire que tout ce qui est livraison, logistique, etc., une fois que tout est lancé, je peux déléguer et moi être sur l'opérationnel, tu vois? Donc, Mhm. être beaucoup plus productive. Donc, c'est à ce moment-là vraiment que je me suis dit, oui, il faut vraiment que je sois visible en ligne pour avoir aussi à pouvoir me décharger et à être vraiment sur l'opérationnel. Mhm. Et comment ça se passe vis-à-vis un peu de la concurrence sur ce secteur de marché, sur cette niche? Est-ce que il y a des acteurs qui sont comme toi, solopreneurs, ou il y a de plus gros acteurs? Comment est-ce que ça se passe concrètement, la concurrence sur cette niche? Ouais, il y a toutes les configurations. Tu vas avoir les solo-entrepreneurs comme les grandes boîtes avec plusieurs équipes. Et c'est bien parce que si tu veux, bien qu'on soit tous dans le secteur de l'anti-gaspi ou de la lutte contre le gaspillage alimentaire, chacun va avoir sa différenciation. Si tu veux, par exemple, chez les imparfaites, on va proposer des confitures, certes, c'est un produit sucré, mais on va proposer des confitures classiques, mais surtout des confitures de légumes ou de parfums assez atypiques. Donc nous, on n'est pas sur la confiture du petit déjeuner bien qu'on ait des recettes simples, on va être sur la confiture pour accompagner l'apéro. On est vraiment sur quelque chose sucré-salé et D'accord. non uniquement salé. Voilà.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des recettes, clairement, de ce que tu vends? Fais-nous sentir un peu les papilles qui répitent là. Alors, en termes de recettes, moi, je suis une gourmande. Il faut savoir que moi, je suis une vraie épicurienne, hein, tu vois. Mhm, Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, comment est-ce que je mêle un petit peu ma culture ivoirienne et au fait que bah, je sois une petite Frenchie dans l'âme. Moi, j'ai grandi en France, tu vois. Et mhm, moi, ce que j'aime particulièrement en France, c'est le terroir, tu vois. C'est la France profonde, c'est la gourmandise, c'est le bon vivant à la bonne franquette. Donc, j'ai voulu que ça se retrouve dans mes recettes. Donc, ça a donné lieu et place à des recettes complètement lunaires, hein, mais mhm, c'est super bon. Par exemple, ma recette de confiture la plus hype, si tu veux, c'est une recette de confiture de tomates vanille. mhm, mhm, Donc, on est sur un produit qui est fait pour accompagner un fromage, une tartine, etc. Et puis à côté de ça, pour mixer un petit peu la France et la Côte d'Ivoire, j'ai une recette de confiture qui va arriver là d'ailleurs avec les beaux jours, mhm. de framboise bissap. J'ai voulu Wow, mettre le bissap, notre boisson hein, national. nationale culte en Afrique de l'Ouest, associée à la framboise, qui n'est pas forcément un fruit qui pousse chez nous, tu vois. Ouais. Ça donne lieu à quelque chose d'excellent et ça part très vite, hein. Ah, Un ça, truc comme mais c'est que celle-là. tu vas nous sortir une confiture au couteau alors. Mais oui, mais bien sûr, il y a des confitures à l'alcool. Par exemple, pour décembre, pour accompagner le foie gras, il y a une recette qui est sortie, ça a été pardon, je dis framboise, ça a été figue et pommeau de Normandie D'accord. Mhm, et mhm. du calva. Le calva, c'est un petit peu l'équivalent de notre Guélénas. En Ah, plus fort encore même. Et c'est normand et ça a été associé à de la figue pour accompagner le foie gras. Donc voilà un peu les recettes que tu peux retrouver chez les imparfaites et plein d'autres. Tu as tomate, poivron, piment de Cayenne, tu as de la mangue, passion, framboise, voilà, on navigue, hein. Ouais, le catalogue est vraiment épuré, franchement. Et en plus, moi, j'ai eu le privilège de goûter à certaines de tes sorties, donc je me suis bien régalé. Après, franchement, moi, je t'avoue, je suis un gros gourmand. Tes pots, ils ont fini dans l'heure. Ça veut dire que Donc, c'est bon, ça veut dire que c'est bon. bah oui, mais après, tu vois, on dit non, faut mettre, faut tartiner, nana. Moi, je mets un bon truc et La puis cuillère. Attends, et du coup, est-ce que tu peux nous présenter quelques pots, qu'on puisse voir un peu à quoi ça ressemble? alors pour la présentation, c'est très simple, on a trois formats chez Mhm, les imparfaits parce qu'on a voulu pouvoir, pas forcément toucher tout le monde, c'est pas l'idée, mais pouvoir répondre aux besoins de notre clientèle. On s'est aperçu qu'ils aimaient bien les grands formats comme ça. mhm. Euh, donc c'est un format familial, donc ça c'est quand on n'est pas tout seul. Et si tu veux, même le pot a aussi été pensé pour lutter contre le gaspillage. Parce qu'on s'est rendu compte chez les imparfaites, enfin, je n'ai même pas dit que ça s'appelait les imparfaites, mais C'est je vous vrai. présente la marque que j'ai fondée, les confitures Les Imparfaites. Et en fait, si tu veux, traditionnellement, les pots de confiture sont vendus dans des pots hexagonaux. Mhm. Et donc, bah, il y a de la matière qui reste dans les coins, c'est horrible, et puis les gens finissent pas, parce qu'ils n'ont pas l'envie d'aller chercher. Donc, on a trouvé, enfin, je me suis rendu compte que les pots ronds, il n'y a aucune perte de matière, et puis le grand couvercle permettait même de passer une cuillère à soupe. Et donc là, on a un format familial de 250 grammes. Donc là, recette simple à l'abricot. Ouais. Mhm. On a le format un peu plus petit, donc ça aussi pareil, lorsqu'on n'a pas une grande famille ou qu'on n'est pas trop gourmand, ça permet d'éviter de prendre un grand format qu'on ne va pas manger et qui va finir, tu sais, avec la moisissure au-dessus dans le Ouais. placard, parce qu'on l'a oublié pendant des mois. Et la petite présentation de la recette, c'est un confit d'oignon, Mhm. donc excellent à l'huile d'olive. Mhm. Et puis, on a le dernier format. Donc, lui, on le vend par coffret. Donc, on en vend quatre saveurs différentes. Et ça permet, ben, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, de pouvoir choisir plusieurs recettes différentes et puis de pouvoir tester. Comme ça. Et puis, le format petit permet d'éviter ben, de gaspiller, hein, tout simplement. Et puis, c'est D'accord. mangé assez rapidement. Un peu moins que dans l'heure, celui-là. Et c'est ça que moi j'ai pris en un coup là. C'est ça. Parce qu'on avait déjà pris un coffret comme ça, il me Oui, semble. effectivement. Voilà Et- les trois formats. ouais. Dans lesquelles se présentent les imparfaites confitures. Ça, c'est uniquement sur la partie sucrée.
Mhm. Et puis, il y a le salé qui arrive. Et ça, je te laisse me poser les questions parce que c'est dessus qu'on travaille depuis toi et moi. Ah, ça. Et ça se passe comment un peu les confitures salées? Alors, c'est pas des confitures salées, c'est vraiment, on reste sur un produit sucré quand même, même Mhm. si c'est fait à partir de légumes. D'accord, ok. Et les plus téméraires, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui mangent de la confiture de poireau au petit déjeuner dans le plus simple des cas. Et Mhm. puis, sinon, c'est vraiment une confiture pour accompagner un apéro. Vous Mhm. savez, tu sais, table de charcuterie, de fromage, Ouais. de crackers. C'est vraiment la confiture pour ce moment-là. Ça veut dire que tu fournis alors des petits kits qui permettent justement d'avoir un peu les détails sur comment savourer du coup ces confitures. Exactement. Ouais. Il y a un petit peu une aide, comment profiter des recettes et Ouais. avec quel fromage les associer. Parce qu'il y Mhm. a, comme je te disais, il y a ce petit côté épicurien que j'ai aussi, donc on est Ouais. dans le gourmet. C'est quel fromage pour quelle confiture, quoi. Super. Et sur chacun des formats, est-ce qu'on pourrait avoir un peu une idée de prix? Donc oui, Kevin, pour répondre à ta question, nos tarifs ont différents formats. Donc on va avoir le format familial qui lui est à 6,90 €. Tu as le format solo qui lui est à 5,90 €. Et pour le petit pot, c'est des petits pots comme ça. Il y en a quatre. Donc, en format de quatre parfums différents. Et lui, le coffret est à 14,90 €. D'accord. Et le coffret, il a combien de poids à l'intérieur? Alors, donc, c'est quatre pots de 40 grammes. Et Mhm. ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité de choisir les parfums qu'on veut selon ce qui est disponible. Parce Mhm. que faut savoir que les parfums chez les imparfaites sont récurrents, mais par saison. Mhm. C'est-à-dire que, on va avoir de nouvelles recettes assez régulièrement parce que ça va dépendre, heureusement, des fruits et légumes qu'on va sauver. D'accord, Voilà. ok. D'accord. Ça veut dire que si on a envie de faire un pot découverte, il faut potentiellement qu'on sache à peu près la périodicité aussi des fruits ou des légumes afin de pouvoir choisir ces pots. Pas forcément. Je pense que l'objectif derrière, c'est de se laisser tenter vraiment par la découverte. C'est pour ça que ça s'appelle coffret découverte. Donc, Mhm. d'aller sur des parfums vers lesquels on n'a pas l'habitude d'aller, justement, pour Mhm. découvrir et puis se laisser tenter. Après, voilà, lorsque il y a retour de fruits, retour de saison et qu'on a un parfum qui nous plaît, on n'est pas obligé de repartir sur une découverte. Là, Ouais. on prend soit le pot solo ou le pot familial, tout simplement. Très bien. Bah justement, on avait réfléchi à un système aussi qui peut être très intéressant. C'était le fait de pouvoir commander par récurrence. Tu sais, sur Amazon, ce qui se Mhm. passe, c'est que souvent les produits qui sont consommables sous forme un petit peu d'abonnement, ils proposent justement ça aujourd'hui. Ça serait top, pourquoi pas, d'un point de vue digital, que les personnes qui justement sont habituées à tes produits puissent avoir un système automatisé de récurrence des produits et que tu puisses affiner un petit peu comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Carrément, le truc, si tu veux, on a des abonnements. Je pense que d'aussi loin que je me souvienne, le premier abonnement que j'avais vu, c'était les chaussures. Je ne sais pas si tu te rappelles ce site-là où tu payais Mhm. 39 € par mois et tu avais les chaussures livrées tous les mois. Ensuite, on a eu les beauty box. Mais aujourd'hui, pourquoi pas, non. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas commander par abonnement ces produits Mhm. d'épicerie, notamment la confiture et les marinades? Tout à Donc, fait. Surtout que voilà. c'est un produit qui se consomme assez fréquemment, puisque les confitures, in fine, les gens consomment ça pour le petit déjeuner, pour l'apéro, du coup, avec ce que tu as présenté. Ça peut être top d'avoir ce système de récurrence dans ton activité. Ouais. Et ça, et puis pour ceux qui partiraient sur l'abonnement, ça permet d'avoir en avant-première les nouveaux parfums avant que tout le monde puisse les avoir. Donc ça reste génial. Exactement. Et du coup, bah, on va travailler dessus. Bah, c'est cool. Vraiment, je te remercie par rapport à tous ces détails. Donc là, aujourd'hui, tu nous as présenté un peu ton catalogue, mais on a oublié de parler de l'identité même des imparfaites, la marque, les imparfaites. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça représente? Alors les imparfaites, pour, pour reprendre ta question, ce serait quoi? C'est simplement une marque qui a pour vocation de lutter contre le gaspillage alimentaire.
en mhm, se rendant auprès des producteurs et de la grande surface en vue de sauver le surplus de fruits qu'ils vont avoir. Une fois que ces fruits-là sont sauvés, notre entreprise, on les transforme en confiture, mais pas que. Les imparfaites, c'est une confiture atypique, donc avec des parfums différents, qui est fait à partir de 100% de fruits sauvés du gaspillage. Et le petit plus qu'on a voulu ajouter au-delà de l'engagement sur le gaspillage, c'est aujourd'hui la confiture en grande surface reste un produit extrêmement sucré. Nous, on a voulu casser un petit peu cet aspect-là en proposant une confiture avec 80% de fruits en moyenne. Donc, d'accord, le plus faible, pardon, taux de fruits chez les imparfaites, on n'est pas en dessous de 70%. d'accord, ouais, Là, on a une recette de confiture, bah, celle dont je t'en parlais, ouais, figue, pommeau de Normandie, etc. Et mhm, dessus, on a 80% de fruits. wow. Mhm. Alors Voilà. qu'en moyenne, en comparaison vis-à-vis des autres confitures, on est à peu près à quelle densité? 45 et 60. D'accord, c'est vrai que c'est des détails auxquels on fait pas forcément attention, effectivement. Et Il y a des- ça fait une grosse différence parce que moi, je suis pas très confiture, donc je pense que c'est peut-être même ça qui me fait, qui a fait que j'ai ressenti beaucoup plus la différence parce que pour les pots de confiture que moi, j'avais rarement déjà goûté, lorsque j'ai goûté le tien, je sentais beaucoup plus la saveur. Et je me suis même posé la question de savoir, mais au fait, ça avait quel goût les autres, tu vois. Et du coup, par ricochet, je suis allé payer des pots de confiture aussi au supermarché. Et là, j'ai vu vraiment la différence, non seulement d'un point de vue texture, mais aussi d'un point de vue saveur. Tu sais, il y a un petit goût qui reste à la fin. Et franchement, ça change. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. C'est très bien que tu parles de la texture parce qu'on rajoute pas de pectine non plus. Tu sais, la Mhm, pectine, ça reste quelque chose de naturel, hein. C'est pas un composé chimique. C'est mhm, naturel, sauf qu'on en met dans toutes les confitures. Donc, que tu prennes une mhm, confiture de poire, de fraises, de pommes, elles vont avoir, heureusement ou malheureusement, la même texture, alors que dans la nature, lorsqu'on mhm, croque dans une pomme ou dans une fraise, elles ont des goûts et des textures différentes. Et on a voulu conserver ça aussi chez les imparfaits. Une confiture qui lutte contre le gaspillage alimentaire, qui met plus en pot les fruits que le sucre. Et surtout, on a quelque chose de totalement naturel parce qu'on ne rajoute pas d'additifs, on ne rajoute pas de conservateurs et surtout, on ne touche pas à la texture. Donc, que tu prennes mhm, l'abricot ou la poire, tu as un jeu de texture qui est juste génial parce qu'elles n'ont pas mhm. les mêmes textures dans la nature. Et on le retrouve dans le pot. Tout à fait. Et du coup, d'un point de vue sémantique, le mot les imparfaites, comment ça t'est venu l'idée un peu du mot les imparfaites? C'est mon militantisme, c'était un petit peu lié à justement, on gaspille. Pourquoi? Parce que c'est pas beau. On Mhm, gaspille. mhm, Parfait. Récemment, j'ai eu à sauver des pommes bio. Ce sont mhm, des pommes bio. On sait que le prix au kilo aujourd'hui en distribution est beaucoup plus cher que les pommes conventionnelles, mhm, mais mhm. elles n'ont pas été prises. Pourquoi? Parce qu'elles étaient trop petites avec des mini-taches. Mais c'est ça qui est génial, c'est que la Ouais. nature, elle a horreur du vide et c'est toute cette imperfection de la nature qui fait que c'est magnifique. Je veux dire, quand tu Mhm, regardes, c'est pas tout beau, tout bien taillé comme nous, on taille nos haies dans les mhm, jardins mhm. qui en fait la beauté. C'est vraiment le contre-pied de dire que, en fait, c'est imparfait, mais nous, on va juste en faire un produit génial. Et vous Tout allez à kiffer, fait. tu vois, et ça fonctionne aujourd'hui. Ah ouais, effectivement, c'est bien dit. Voilà. Ça marche. Merci en tout cas pour le détail sur ta marque. Et j'ai vu justement qu'il y a un petit logo qui est une femme avec un petit chapeau, comment on dit Ouais, ça, un c'est turban ou qui vient de la Révolution française. exactement. Justement, j'avais vu une image de ce genre et je me suis dit, Ouais. est-ce qu'elle s'est pas inspirée de ça justement? Mais ça, comme je disais, c'est vraiment mon militantisme. Mhm, Et aussi, comme je le disais, fois mon petit hommage un petit peu à la République française. Parce que moi, j'ai grandi mhm, en France et j'aime beaucoup la culture culinaire française. Et mhm. ça a été aussi de reprendre le bonnet qui fait référence à la Révolution Ouais, pour dire que ben, on est militant ici. Notre révolution à nous, c'est que les fruits moches, les fruits imparfaits, ben, on arrête de les gaspiller. C'est notre révolution douce et gourmande, tout simplement. D'où la reprise du bonnet frigide.
Donc, Ah, c'est très bien, franchement, c'est très cool. Et justement, pour faire la transition avec cet aspect de révolution de sentiments personnels au travers de ce que tu fais, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui en tant que femme dans l'entrepreneuriat? Parce que tu sais, on est dans un écosystème aujourd'hui où on est un peu tiraillé d'un point de vue culturel entre beaucoup d'aspects. On entend la place de la femme sur la cuisine, nanani, nanana, tu vois. Et du coup, alors à la- qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneuses, mais vraiment des serial entrepreneuses qui donne beaucoup de motivation, tu vois. Moi-même, j'en suis personnellement certaines sur YouTube, j'apprends beaucoup d'elles, mais je trouve que la femme n'est pas assez représentée, ou plutôt médiatiquement, on ne voit pas beaucoup de choses qui se passent. Alors que pour moi, tu sais, quand on a grandi, on était petit, on avait nos mamans qui vendaient des petits beignets et tout. L'entrepreneuriat, ça commence là, tu vois ce que je veux dire. Mais même malgré ça, on a toujours un aspect un peu spécial. Moi, j'aimerais que tu me dises aujourd'hui en tant que femme, comment tu te sens dans l'entrepreneuriat. Alors, comment je me sens? Très franchement, je me sens très bien aujourd'hui. Mhm, Mais est-ce que quand j'ai commencé, je me sentais si bien que ça? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, moi aussi, je suis rentrée avec un peu ce background. mhm, Je suis une femme, je suis étrangère dans le pays où j'évolue aujourd'hui. Donc, il y a tous ces aspects-là qui étaient des freins, c'était vraiment des biais cognitifs, c'était des freins mentaux. Et puis, si tu veux, plus j'ai avancé dans l'entrepreneuriat et plus j'ai déconstruit. Moi, mhm, par exemple, dans mon cas, je n'ai jamais porté ce poids-là de je viens de banlieue, c'est un frein. Je vois pas mhm, pourquoi ou l'endroit où j'habite serait un frein. J'ai envie de dire, j'ai la même carte imaginaire, accès à la voiture que tout le monde pour aller sur Paris ou quoi. C'est pas un frein. Ça le devient si je décide que ça l'est. mhm, mhm, Être une femme dans l'entrepreneuriat, il y a des choses que je ne peux pas nier en tant que femme, mais ça va devenir un frein si je décide que c'est un frein. mhm. J'aurais pu me dire en tant que femme seule, qu'est-ce que je vais aller faire chez Leclerc? Ouais. Surtout Mhm. qu'aujourd'hui, quand on entend le monde de l'entrepreneuriat, qui plus est de la start-up, si vous n'êtes pas deux à la tête de la boîte, ce n'est même pas la Ah, peine. Tu vois ce mhm, que je veux dire? C'est mhm, aussi ça. Donc, non seulement tu es seule, tu es une femme, je n'avais rien pour moi. Donc, à un moment donné, il a fallu que je déconstruise et mhm, me dire qu'en fait, j'aime beaucoup cette phrase-là, Sky is the limit. La, mhm, la seule limite que j'ai, c'est moi. Si je décide de ne pas sortir de chez moi, je t'assure que ça ne viendra pas me trouver devant mhm, ma porte. Donc, il a fallu déconstruire ça et de me dire que ben, j'aime bien cette phrase de Brigitte Oussou, la fondatrice de Villa Maasai. Ils mhm, sont faits de chair et de sang comme moi. mhm, Pourquoi est-ce que plus eux que moi? À l'époque, elle ne l'avait pas dit, mais moi, j'avais déjà déconseillé de me dire, en fait, j'ose. Et puis, je suis un peu culottée, moi aussi, déjà, un peu de bas. J'ai un peu ce culot naturel, là, qui s'est calmé avec l'âge, parce que maturité oblige, mais qui, une fois bien exploité, peut donner quelque chose de très bien. Et c'est comme ça qu'avec le culot, comme je t'ai dit, pour le laboratoire, j'ai une mise à disposition parce que j'ai osé. Je n'ai pas ouais, regardé mon utérus, clairement, à ce moment-là. Je n'ai pas regardé ma condition, ma statut social, je n'ai pas regardé mes finances, je n'ai pas regardé à tout ça. Je me suis mhm, dit, soit j'y vais, soit je n'y vais pas, ce sera pour quelqu'un d'autre et je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, les femmes, nous savons que nous sommes compétentes pour tout. Il faut déconstruire cet aspect-là. Moi, je pense que c'est important de faire le travail de déconstruction. Quand on se déconstruit, je t'assure que la phrase, la place de la femme est dans la cuisine, c'est peu un problème. Moi, je passe mon temps dans la cuisine. Mais regarde ce que j'en fais. Il n'a pas de waouh, problème. waouh, waouh, waouh. Comment est-ce que tu prends la place de la femme? Si tu te vois comme cette ménagère qui passe son temps dans la cuisine à sentir, Mhm, c'est ta perception. Moi, je suis dans la cuisine, mais avec mon blanc de travail, comment je dis ça, mon gilet de protection mhm. capillaire, et puis je produis des confitures qui vont me rapporter derrière. Donc, Tout moi, c'est à OK fait. à la place de la femme dans la cuisine parce que j'y suis. Tu vois, tout est question de perception. Et si je peux donner un conseil aux femmes aujourd'hui, Mhm, aux femmes noires, déconstruction. Déconstruisons-nous à titre personnel. C'est comme ça qu'on va changer notre environnement. Si tu considères que ta couleur est un frein, ça le sera. Si tu considères que ta famille est un frein, ça le sera. mhm, mhm, Le jour où tu vas te dire que, effectivement,
ma famille n'est pas riche, c'est vrai. Effectivement, je n'ai pas un oncle qui peut me filer 300 000 € pour commencer, c'est vrai. Mais j'y vais avec la force que j'ai. Tu Mhm. verras que c'est pas l'univers. Moi, je suis chrétienne et je crois qu'il y a un Dieu qui agit. Le ciel va s'ouvrir pour toi, tout simplement. Mais dès lors Amen. que tu t'assois, ça va pas venir. Ah, super, super, Le super. moment- J'ai un pasteur, je ne veux pas prêcher, hein, je ne fais pas de prosélytisme non plus, mais il y a un pasteur qui disait, les plus prospères ne sont pas ceux qui sont dans la maison du Seigneur. Et il a raison. Ah. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dehors ont compris que la loi de la bénédiction est universelle. Dieu a dit, je bénis l'homme, il a béni l'homme. Ceux qui ne Mhm. le connaissent pas vont chercher. Ceux qui le connaissent sont assis en train de prier les mains en l'air. Et finalement, ils n'ont pas, tu vois. Ouais, 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 ouais. Tu te dis, ouais, moi je dis à une femme, vas-y, avec la force que tu as, tu vas pleurer. Ah, tu vas pleurer, surtout que nous sommes très émotionnels. Pleure, Mhm. quand tu finis de pleurer, fais comme ça. Continue encore. Au travail. Ah, Et c'est vraiment très, 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 très inspirant ce que tu viens de dire. Et c'est certainement la partie la plus inspirante de ce podcast de ça. C'est ce que je dis aussi aux gens qui sont autour de moi, qui veulent se lancer, qui hésitent, etc. Je vois beaucoup de femmes aussi dans mon entourage qui ont du talent, mais qui n'arrivent pas à se projeter, à se lancer. C'est comme si elles ont quelque part eu une porte qui n'arrive pas à s'ouvrir dans leur être. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est pas un travail que même moi, en tant que professionnel, je peux essayer de débloquer, tu vois. C'est plutôt à elle de se, comme tu l'as dit, de se déconstruire, de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, d'enlever cette barrière psychologique qui existe et qu'elle puisse se dire que à mon échelle, je peux faire des choses et je peux faire des choses extraordinaires grâce à la discipline, grâce à la motivation, grâce à la persévérance. Et c'est pour ça justement le but de ce genre d'échange et tout, c'est de pouvoir voir clairement des gens qui, à leur échelle, réussissent à faire des choses, malgré tout ce qui peut arriver, etc. Vraiment, je te remercie particulièrement pour tous ces mots et la présentation aujourd'hui au travers de ce podcast. Et j'aimerais savoir pour un mot de fin, d'abord, où est-ce qu'on peut aujourd'hui te contacter? Quels sont tes réseaux sociaux? Et où est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, du coup, tes produits, ton actualité quelque part? Est-ce que tu seras présent dans d'autres foires, etc.? Comment se passe ton actualité de 2025? alors, 2025, pour m'avoir aujourd'hui, et pas avoir moi, m'avoir non, mais plutôt avoir mes confitures, ça sera principalement dans un premier temps sur Instagram Ouais. et en point de vente physique. Alors, le 24 mai, j'ai un marché des artisans à la ville du Blanc-Mesnil, donc n'hésitez pas à venir me rencontrer. Ah, je suis comme je suis là, hein. Moi, je suis très, très, très ouverte aux conseils, à, peu importe, à la discussion. Et puis, c'est surtout en septembre que là, je vais avoir énormément de points physiques avec la région parce que je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, les imparfaites sont labellisées Made in Essonne Wow. et on est sur le label Made in Île-de-France, donc on n'est pas peu fiers. Oh là Donc là. voilà, et puis à la rentrée, on a un nouveau produit salé, mais ça, je n'en dis pas plus. On garde ça, la surprise, qui va On arriver garde. avec le lancement officiel du site. J'arrête de fatiguer Kevin avec cette histoire de site. Mais voilà, ça arrive. Je prépare tout en backstage, faire les stocks, etc. Donc, une fois que c'est bon, vous pourrez nous trouver à la fois sur le TikTok Shop ou alors sur le site Exactement. confitureparfaite.com, tout simplement. Ça marche. Merci beaucoup, Sylvia. Et je te Et de laisse le mot de la fin pour pouvoir conclure ce podcast. Bah écoute, le petit mot de la fin, ce serait plutôt un petit conseil, Ouais. c'est l'audace. C'est Mhm. vraiment l'audace. Faut oser. À un moment donné, moi, il y a une situation qui a permis de déverrouiller. Je regardais un film et dans le film, il y a eu une scène qui m'a un peu positivement choquée. Si tu n'avais que 24 heures à vivre, tu ferais quoi? Mhm. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dirais non, je ferai demain? Tu n'as que 24 heures, donc tu ne peux pas Ouais. remettre à demain. Ouais. Tu n'as que là. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, Osef, hein, en tous les cas, je vais canner, donc vas-y, meuf. Donc faut y aller comme si on allait mourir demain, tout simplement. Super, super. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi ce podcast. Merci à Sylvia d'avoir partagé toute cette valeur et nous avoir présenté son activité.
Je te remercie, je te souhaite une très bonne continuation. Bien sûr, on va travailler pour pouvoir le faire. Et n'hésitez pas à contacter Sylvia sur ses réseaux sociaux. Je vous mettrai en description ses liens et vous allez également pouvoir la rencontrer du coup sur ses stands au travers des nouvelles activités qu'elle va lancer en 2025. En Merci 2020. Sylvia. Oui, merci Sylvia. Allez, Merci beaucoup à toi pour l'invitation et puis ce n'est que partie remise. tout à On fait. revient encore pour C'est Raymond Belé, comme on le dit. ça. Allez, ciao. Ok. Merci d'avoir suivi ce podcast avec attention. Si ce format te plaît, mets un pouce bleu, mets un like, un commentaire. Et toi aussi, tu as la possibilité de me contacter afin de partager ton aventure entrepreneuriale. Le lien en description pour prendre un rendez-vous afin qu'on organise cela. N'hésite pas à me faire signe. Ainsi, nous pourrons nous améliorer et faire de telle sorte que les histoires dans l'entrepreneuriat soient des histoires racontées pour motiver et inspirer. Ciao.